Le Move. Pierre Ciankowski jusqu'à 19h. Magasin central sur le Move. Les Saintes sont restés avec nous. On va parler maintenant du troisième roman d'Alizée Meurice. D'abord, il y a eu Pâle, Sang bleu. Ensuite, il y a eu Roman à clé. Le troisième s'appelle Never Day. Ça sort chez Alias, des éditions qu'on aime beaucoup. Alia. On passe le bonjour chez Alia, pardon. On passe le bonjour à Gérard Bérébi qui est venu nous voir. On fait un grand coucou à Gérard. Voilà. Gérard. Ouais. GG. Alors, Never Day, c'est l'histoire d'un type qui fait du cinoche, que vous dépeignez pas forcément comme quelqu'un de très malin. J'ai rigolé dans les Arocs, ils ont appelé ça un douchebag. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre d'expression, Alizée ? Oui, il y a mon tampon lu et approuvé dessus. Il est comment alors ? Décrivez-le un peu ce type. Il est comment pour vous ? C'est un acteur un peu bébête. Il ressemblerait à qui si on devait le comparer à un acteur de la scène, disons américaine, allez. En fait, j'avais personne de particulier en tête, mais le truc dans ce bouquin, c'est qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire un roman qui parle de la manière dont on se rapporte au corps et de la manière dont on voit les genres aujourd'hui dans notre société. Et du coup, je me disais, j'ai envie de faire un roman féministe. Et à la base, j'avais pas envie de faire un truc qui soit vraiment cliché, genre le roman féministe avec un personnage féminin féministe qui fait sa loi. Donc vous avez pris la contre-allée. J'avais commencé à avoir une autre idée qui était de prendre un travesti qui serait quand même hétérosexuel mais qui se travestirait et qui aurait donc un rapport au corps assez différent. Il y aurait un changement en fait d'identité en lui-même. Et finalement, j'ai un ami qui m'a donné cette idée de l'ADN injectable. Et Michou. Comment ? Michou. Exactement, lui-même. J'ai fait un grand coucou, il s'appelle Benjamin. Et donc en fait, c'est comme ça que je me suis dit, c'est parfait, c'est la contre-allée qui va me permettre d'utiliser déjà toutes les réflexions que j'ai dans mon ordi, dans toutes mes petites notes, pour construire quelque chose qui soit vraiment intéressant et aussi me faire plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup rigolé à écrire ce bouquin. Ouais, vous avez rigolé. Surtout, il y a un énorme travail sur le langage, parce que ce type prend donc de l'ADN injectable. Ensuite, il devient une espèce de personne un peu différente. Il est un peu plus gros, un peu plus chauve. Enfin, il devient un peu plus moche. Mais il y a un travail sur le langage aussi, une évolution du langage chez le personnage. Oui, tout à fait. Je pense que la manière dont on vit son corps, ça change tout, que ce soit la parole ou la manière dont on voit les autres aussi, dont on leur parle et dont on les représente dans notre manière de leur parler, de les décrire. Alizée Meurice, je me souviens quand on a commencé à parler de vous à l'époque de Pâle, Sang bleu, on disait que vous étiez peintre, que vous viviez du côté de Londres. Est-ce que vous êtes peintre aujourd'hui, écrivain, artiste ? Oui. Comment est-ce que vous vous définissez exactement ? Vous êtes multifacette, multicarte ? Oui, je pense que non, c'est une chose qui est globale en fait. C'est une manière de se rapporter au monde et d'être toujours inspiré, d'avoir toujours envie d'en tirer quelque chose. En fait, je pense que le truc, c'est de voir les choses différemment, de voir ce que les gens voient sans le voir et de le représenter, que ce soit par l'écriture ou par le dessin ou par la peinture, de manière qui soit marquante et que du coup on s'en souvienne. C'est-à-dire que quelque chose qu'on pouvait voir sans le voir et ensuite c'est mettre le doigt dessus et le montrer de manière parfois aussi cruelle, parce que c'est ça d'être perspicace. Et quand vous dites perspicacité, vous trouvez, moi j'aime beaucoup la façon dont vous écrivez. Est-ce que vous trouvez autant de plaisir à jouer avec les mots que vous en trouvez, par exemple, à rester des heures sur une toile ? Est-ce que vous arrivez à vite trouver les jeux de langage dans lesquels vous vous installez dans vos livres ? Il y a plein de petites fulgurances qui me viennent à n'importe quel moment en fait. Je pense que la peinture c'est plus quelque chose aussi qui est un état. On est dans un état, c'est un moment vraiment où j'ai besoin d'être seule dans mon endroit, de m'immerger dedans. En l'écriture, il y a plein de fulgurances qui peuvent venir à droite à gauche, surtout quand je vais me coucher. Il y a des choses, je me lève pour les noter parce que je sais que je vais les oublier. Et après, oui, il y a aussi une étape où je me mets devant mon ordi, je rassemble un peu tout ce que j'ai et je me laisse aller. Et ouais, il y a vraiment des moments où je m'éclate. Parce que moi, en lisant votre roman, j'ai pensé à certaines punchlines de rappeurs. Est-ce que des fois vous écrivez ça sur votre BlackBerry comme eux, sur un carnet, je sais pas comment sur vous mon faites carnet, ça ? ou parfois même quand j'ai pas de carnet sur moi, ce qui est rare, c'est sur en votre note, main non, sur la main. Ouais.
Et ça, c'est ce travail d'écriture, il est quotidien pour vous. Il y a des moments où vous arrivez à l'arrêter et vous partez sur autre chose. Ou alors quand un roman est en route, il peut être en route pendant 3-4 ans et tous ces fulgurances, elles sont classées dans des cahiers que vous réouvrez au moment d'écrire le livre. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps en train d'écrire. Après, il y a des choses qui mûrissent et il y a une idée qui vient. Et à partir du moment où je travaille sur un projet précis, à ce moment-là, parfois, je me force à bosser. J'essaye de me mettre au travail, de me mettre au travail tous les jours et tout. Mais de toute façon, j'ai envie, mais de me dire, je le fais tant d'heures. Aujourd'hui, je vais bosser, alors que dans les périodes où j'ai pas encore trouvé le projet, où je suis encore en recherche, je me force pas. J'ai pas de, disons que j'ai pas. Je suis pas l'écrivain qui va dire, je me réveille tous les matins à 6 heures pour écrire. J'ai pas de discipline. Alors il y a un mec qui a pas de discipline, c'est Nicolas Guyonnet. C'est l'heure de son inventaire. Avez-vous lu La course nue de l'écrivain argentin Diego Passarella? Quotidienne, on parle avec Alizé Meurice de son 3e roman Never Days chez Alia, qui est sorti aujourd'hui. Alizé. Qui est sorti hier. Ouais. Donc hier. On peut déjà se le procurer. Foncez. Il est en librairie. Ouais. Ce thème de l'identité, de la transformation, il a été traité énormément dans la littérature. Vous avez décidé de le traiter de façon très contemporaine, de vous coltiner des références très actuelles. Pour le traiter, c'était aussi un enjeu d'arriver à mettre en toile de fond quelque chose de très contemporain comme ça pour raconter tout ça. Je pense que le problème c'est pas posé comme ça, en fait, c'est surtout qu'il y avait des choses à dire et il me semblait dans ce que je voyais autour de moi qu'il y avait des choses à dire aujourd'hui, et du coup c'est aussi simple que ça, quoi. C'est un livre qui parle d'aujourd'hui parce que moi je vis aujourd'hui et je pense que mes lecteurs forcément sont d'aujourd'hui. Par exemple, Nicolas Guyonnet vit au Moyen-Âge, lui. Ouais. Exactement, mais c'est super cool, il n'y a pas d'électricité, moi je me sens bien là-bas. Tu pourras lire mon livre à la bougie comme ça. Voilà, il n'est pas encore arrivé, il arrivera dans 600 ans. C'est comme dans les Hautes-Pyrénées, chez Floriane de Saint, il n'y a pas Internet. Ouais. Alizé Meurice, vos 2 premiers romans, ça parlait beaucoup d'histoires d'ados, d'histoires adolescentes. Enfin, pas que, hein, mais vous mettiez en scène des gens un peu plus jeunes que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est parce que vous aviez envie de vous coltiner à d'autres types de personnages. Vous avez le sentiment d'avoir donné un peu dans ce registre-là des romans qui parlent de personnes un peu plus jeunes, d'effusions un peu plus adolescentes. Vous aviez envie de passer à des choses entre guillemets plus adultes? Je sais pas, non, je me suis pas vraiment posé la question comme ça. Je pense que déjà le premier, il était assez différent des 2 autres parce que il est hyper foisonnant, il y a plein de personnages, il y a plein de personnes qui parlent dans tous les sens. Et pour moi, c'était vraiment un corps radio qui avait toutes ces voix en lui qui parlaient dans tous les sens, et donc il y avait quelque chose aussi comme ça d'une rage de vivre, quelque chose de très adolescent, effectivement. Le deuxième avait un personnage féminin, oui, qui peut être un peu à la Virgin Suicide, je sais pas. Ouais, même on parlait de Larry Clark tout à l'heure, il y avait un truc assez proche de ça. Peut-être. Mais je pense que ça, c'était pas une pause. C'est-à-dire que, quand j'écris un bouquin, c'est vraiment parce qu'il y a des choses qui me viennent, il y a des choses, je sens que c'est important de les dire, quoi. Ouais. Là, vous avez envie de parler d'aujourd'hui. Vous disiez de ce qui se passait autour de vous, ce côté douchebag, star du cinoche, un peu. Vous vous moquez un peu de lui, on peut le dire. Est-ce que Ouais, mais je me moque gentiment, en fait. Il y a quand même de l'empathie, mais c'est vrai que j'aime bien quand même avoir quelque chose de tranchant. Et ça, c'était un travail de documentation que vous avez fait. Vous avez parlé avec des acteurs, vous avez regardé des films, vous avez lu des gossips sur le cinéma, vous avez lu des interviews non, je pense que j'ai juste de l'imagination, mais je pense que n'importe qui peut s'imaginer. Vous faisiez des petites histoires avec votre poupée quand vous... Exactement. Et ben voilà. Mais là, j'ai fait pareil. En fait, j'ai ressorti toutes mes Barbie et mes Action Man, et je me suis dit, alors... Tac. Ah, bonjour madame.
Comment ça va aujourd'hui? En ce moment, c'est ce qu'on appelle la rentrée littéraire. C'est un passage un petit peu obligé en France, au moins dans la littérature. Vous avez eu des chroniques plutôt positives dans énormément de journaux. Quand vous voyez comme ça au milieu de tous les écrivains dans cette espèce de magma de bouquins qui sortent, vous vous sentez à votre place, ou vous avez l'impression, tout à l'heure vous disiez, j'ai plusieurs facettes, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Vous avez le sentiment de faire partie de cet univers des écrivains? Non, je me sens pas du tout une appartenance à un univers des écrivains. De toute façon, moi, je suis assez dans mon coin. Je fais vraiment mon petit bonhomme de chemin et je me préoccupe pas trop de savoir où en sont les autres autour, quoi. Je pense que j'essaye juste de tracer ma route. Ouais. C'est quoi les écrivains que vous lisez aujourd'hui? Vous allez vers des choses contemporaines, ou est-ce que au contraire vous avez des énormes basiques classiques, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Je pense que c'est un mélange des deux. En général, je suis des petits chemins à moi, c'est-à-dire que j'entends parler de quelque chose, ça m'intéresse, quelqu'un mentionne un bouquin, je le lis, j'aime bien, je prends un autre bouquin du même auteur. J'aime beaucoup lire en anglais parce que j'ai la chance de pouvoir lire aussi l'anglais, donc je peux me procurer des bouquins qui sont pas forcément traduits, et je sais pas, je cherche. C'est un plaisir de fouineur, je pense. C'est quoi, par exemple, votre dernier coup de cœur chez les écrivains anglais qu'on connaît pas encore forcément ici, ou des gens? Nicolas parlait tout à l'heure de Jeffrey Eugenides qui a écrit Middlesex. C'est des écrivains de cette génération-là, ou des gens plus jeunes? Non, dans les auteurs quand même anciens, j'ai bien aimé Von Gutt, que j'ai découvert il y a pas longtemps au niveau science-fiction. Kurt Von Gutt. Ouais, Kurt Von Gutt. Au niveau science-fiction, j'ai vraiment bien aimé. Et là récemment, j'avais chopé un bouquin qui s'appelle American Gods de Neil Gaiman. J'ai juste commencé à le lire. Enfin voilà quoi. Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment le sentiment que vous êtes pas, vous sortez un petit peu des sentiers battus de la littérature. Ça veut dire qu'il y a des modèles quand même d'écrivains qui écrivent parce qu'ils lisent énormément, c'est une chose, mais ils lisent dans une seule direction. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment chercher très large. Je sais que vous êtes aussi photographe par ailleurs. Vous avez fait des clips. J'ai l'impression que vous nourrissez de choses beaucoup plus larges. Et est-ce que justement la photographie et d'autres choses que la littérature en général vous influencent dans votre écriture? Oui, je pense que même mon rapport au langage, il est assez ludique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui est comme dans la peinture où il y a de la matière, je m'intéresse donc à plein de choses, et je lis pas énormément, enfin j'aime beaucoup lire, mais j'ai des périodes où je lis pas tant que ça, et j'ai découvert la lecture assez tard, le plaisir de lire assez tard. Donc Mais ce qui vous rapprocherait peut-être des écrivains, on va dire traditionnels plutôt, c'est peut-être vous avez comme eux, comme pas mal de gens, cette habitude de prendre des notes systématiquement quand vous allez dans un lieu, ou c'est quoi votre truc? Travail de justement description, par exemple, plus classique. À la Proust. Avec tous les paroles qui se ouais. Je pense que c'est le regard de toute façon qui peut être du peintre ou de l'écrivain, c'est d'avoir l'œil de toute façon, et ensuite oui, de prendre beaucoup de notes, et j'adore quand même le livre, le papier, le rapport au bouquin et aux notes. J'aime bien avoir mon carnet sur moi, faire des dessins, prendre des notes, ça va avec, ouais. On avait reçu dans le magasin central Pauline Klein, qui elle aussi est éditée chez Alia, qui nous disait qu'elle avait été énormément influencée par la musique dans sa façon d'écrire, par le hip-hop notamment. Ça se voyait pas forcément quand on l'avait reçu. Est-ce que vous, il y a des titres, des groupes qui influencent un peu le beat de votre écriture? Je pense que ouais, la manière d'écrire pour une chanson, par exemple, ça peut m'influencer parce que c'est très ramassé, c'est-à-dire que voilà, c'est un morceau. Moi, mes chapitres peuvent parfois être comme des petits tableaux, et donc comme un peu des chansons. Vous écrivez pas des livres très longs, vous êtes dans des formats à la Modiano? Ouais, je coupe beaucoup aussi de plus en plus, parce que je pense qu'il y a une période d'écriture qui est foisonnante où il faut pas se juger, il faut pas avoir un œil extérieur, il faut vraiment être capable de tout lâcher, et ensuite c'est dans un deuxième temps qu'on peut avoir un regard critique et se couper, enfin mettre la barre haut. Moi, il y a une question que je me posais justement pour l'écriture d'un roman. Quand vous coupez dedans, c'est pour des raisons d'accès, de facilité de lecture, c'est-à-dire que vous vous dites ça va être plus simple à lire, ou parce que ça va pas? Parce que en fait, quand vous écrivez un roman, vous avez quand même en tête cette idée de garder la chose accessible et ouverte.
Je pense que c'est une mécanique, donc il faut que ça marche. Il faut que les choses marchent entre elles. Il y a j'ai aussi l'impression en fait d'être une sorte d'araignée qui fait une toile. C'est-à-dire que c'est vraiment un tissage, c'est le texte au sens vraiment étymologique. C'est-à-dire que c'est le tissage de liens qui se crée entre tous les chapitres, les résonances, les échos, le chemin qui se fait. Et en fait, il y a des structures qui sont comme les murs sur lesquels la toile se pose, qui sont en fait la règle du jeu. La règle du jeu que je choisis, parce qu'il n'y a pas de jeu sans règle, donc il y a la règle que je choisis au début. Merci Alizé Meurice d'avoir été avec nous. Je rappelle votre 3e roman, Never Days, chez Alia, en librairie à partir d'hier, et donc disponible aujourd'hui. Sainte, horizontale, verticale, sortira le 11 septembre. Release Party le 20 septembre au Jackets. Le magasin central reprendra à partir de lundi de 18h à 19h. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur www.lemove.fr. Cette émission a été réalisée par Geoffrey Roblin avec l'aide du stagiaire. Bon week-end et on se retrouve à lundi.